Je vais donner la parole maintenant aux avocats. On va un petit peu élargir, au-delà des économies d'énergie, sur donner un petit peu un état des lieux de tous les diagnostics obligatoires et indispensables avec Aline Divot. Et puis on va faire un petit focus également sur la connexion entre le DPE, les coûts après taux zéro, et puis un peu tous les crédits d'impôt liés à l'économie d'énergie. Vous n'y couperez pas, Hubert. Aline. Sur les diagnostics obligatoires en matière de bail, tout à l'heure, Geneviève en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc on va parler que des diagnostics en matière de vente immobilière et d'habitation. Alors vous savez qu'il y en a beaucoup. Au fur et à mesure des années, on nous en rajoute. Et actuellement, vous avez les termites, le plomb, l'amiante, le diagnostic de performance énergétique. Celui-là est important, permet de comprendre en fait le bilan énergétique de votre bâtiment. Le diagnostic ERNT, état des risques naturels et technologiques, ça va permettre de savoir si l'immeuble est situé dans une zone d'inondation, par exemple. L'état des installations électriques intérieures. Alors, celui-là, c'est le dernier né, il est important. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, quand il est sorti, ce diagnostic, je me suis dit, c'est génial. Si on achète un appartement avec des défauts par rapport à l'électricité, on va peut-être avoir une réduction de prix. Parce qu'en fait, ça ne marche pas. J'ai l'impression que ce n'est pas encore rentré, entre guillemets, dans les mœurs. Peut-être M. Sadone aura un témoignage là-dessus. Ça ne marche pas. Hein. Donc on se demande un petit peu à quoi ça sert finalement cet état des installations électriques, parce que pendant des années ça a bien marché, hein, et puis au moment de la vente, là on nous dit c'est la catastrophe, vous ne pouvez pas habiter dedans, surtout pas avec des enfants, donc on fait des travaux importants. Bon bref. Donc l'état des installations électriques intéressant, mais en pratique pas de réduction de prix. État des installations de gaz intérieur, bon rien de fantastique. Alors ces diagnostics, je ne sais pas si vous les lisez en pratique. Moi je trouve ça intéressant quand même hein, de les lire, mais bien souvent on les lit pas parce qu'on les a un petit peu à la dernière minute. Bon, il faut les réclamer, mais il faut savoir qu'ils doivent être annexés à la promesse de vente ou à l'acte authentique. Surtout, ce qui est intéressant de regarder, qu'on soit vendeur ou acquéreur, c'est qui a fait le diagnostic. Est-ce que c'est bien une société agréée qui a pignon sur rue? Et puis surtout, est-ce qu'il y a bien une assurance professionnelle? Est-ce que celui qui a fait ça était assuré? Parce qu'on ne sait jamais, parfois il y a des problèmes. Vous avez un très beau diagnostic, et puis la personne n'était pas assurée, personne n'a demandé le certificat d'assurance, et puis le jour où il y a un problème, on fait comment? Donc ça, c'est intéressant de regarder. Alors je ne vous cache pas, quand vous allez demander ça à l'agent immobilier, excusez-moi M. Sadone, vous êtes un peu différent, mais vous allez leur dire, bon, ben, je voudrais tous les diagnostics, puis je voudrais vérifier si les professionnels ont bien leur attestation par rapport à l'assurance. Là, on va vous regarder bizarrement, donc tiens, c'est très curieux, mais c'est important. Ça ne sert à rien, diagnostic, si derrière, il n'y a pas de responsabilité d'assurance à la clé. Donc ça, c'est un point clé. Alors, vous plaignez pas, parce que dans d'autres pays, il y a plus de diagnostics. En Belgique, il y a aussi la mérule, et pourtant ce champignon, la mérule, qui mange le bois, existe aussi en France, c'est dramatique. Mais en France, il n'y a pas de diagnostic sur la mérule. Bon, ça, c'est quand même incroyable. Nous avons les termites. En Belgique, ils n'ont pas les termites, mais la mérule. Donc nous, on n'a pas ce diagnostic-là. À mon avis, ça viendra, ça va venir, il n'y a pas de raison. Vous n'avez pas non plus de diagnostic sur le radon. On va dire, le radon, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'adore parler du radon dans les colloques, ça fait un peu peur. Le radon, c'est un gaz. Et dans certaines régions, en fait, vous avez une forte concentration du radon dans les habitations, et ça peut créer des maladies, des cancers. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de diagnostic sur le radon, mais ça viendra sans doute. Alors tous ces diagnostics, c'est bien joli, mais qu'est-ce qui se passe si on ne les donne pas? Parce qu'à la limite, un vendeur pourrait se dire, tiens, je vais cacher, je ne vais pas dire qu'il y a des problèmes d'amiante, on ne sait jamais. Alors déjà, c'est un peu bête de réagir comme ça, parce qu'à mon avis, l'agent immobilier qui réunit le dossier est bien embêté s'il n'y a pas tous les diagnostics. À mon avis, là, il va dire à l'acquéreur, écoutez, je suis bien embêté, il me manque un diagnostic. Je ne sais pas d'ailleurs en pratique comment vous faites si vous manquez un diagnostic. Toutes les promesses de vente comportent les diagnostics obligatoirement et l'assurance du... Mais si vous avez un vendeur qui ne veut pas, ça peut arriver. Normalement, c'est obligatoire. On prend pas le mandat. Mais parce que là, il y a une sanction en fait. Hein. Si, alors pour certains diagnostics, c'est radical. Quoi, c'est radical. Si vous ne produisez pas le diagnostic relatif à ERNT, c'est état des risques naturels et technologiques, ce qui permet de savoir si l'appartement se situe dans une zone d'inondation, c'est quand même important. Hein. Bien dans ce cas-là, l'acquéreur a une faculté de faire casser la vente. Alors, le terme juridique, c'est résolution ou diminution de prix. Donc en général, celui-là, on ne l'oublie pas. Pour les autres, hormis le DPE, si vous l'oubliez, il n'y a pas de sanction. C'est à titre informatif.
Mais pour les diagnostics, le vendeur, si c'est un particulier, ne pourra pas se prévaloir d'une exonération de la clause des garanties des vices cachés. Donc il sera un petit peu embêté. Concrètement, si vous ne produisez pas le diagnostic amiante, alors qu'il y a un problème d'amiante, l'acquéreur pourra se retourner contre le vendeur, dire « vous ne m'avez pas produit le diagnostic relatif à l'amiante », donc mettra en cause sa responsabilité. Donc il est évidemment important de produire ces diagnostics et que ces diagnostics soient bien faits. C'est un petit peu la conclusion. Voilà. Sachez que quand vous signez un compromis de vente, c'est-à-dire l'acte préalable à l'acte authentique qui est signé 3 mois plus tard chez les notaires qui sont là, le compromis doit présenter tous les diagnostics. C'est-à-dire qu'obligatoirement, vous avez tous ces diagnostics concernant l'amiante, les termites, la loi Carrez aussi, Alors aujourd'hui, c'est vrai, Aline a raison, on ne lit plus ces diagnostics. Or, moi, je conseille à tous ceux qui signent un contrat de les lire attentivement, parce qu'on s'aperçoit que même si l'électricité est en mauvais état et qu'on vous le dit, et que de toutes les façons, voir des fils en tissu, ça vous étonnera pas qu'il faille évidemment remplacer l'électricité, c'est évident. Mais la loi Carrez, par exemple, quand c'est sorti, je crois en 97, il me semble, la loi Carrez a révolutionné la vente immobilière, parce que auparavant, les appartements étaient vendus à la louche et c'était quand même pas très facile. Donc tous ces diagnostics, on s'en moque un peu, mais je pense que quand il s'agit de lire un diagnostic, surtout pour les locations, et là il y aura une incidence évidemment sur le comportement du candidat, c'est que les problèmes énergétiques vont, à mon avis, sensiblement changer la mentalité des gens. Donc pour l'instant, ces diagnostics sont indicatifs et peu de gens s'y intéressent, mais je pense qu'à l'avenir, il y aura une incidence réelle sur les prix de vente, ou en tous les cas, pour l'instant, pour les prix de location. Voilà. L'obtention de prêter 0 plus, alors juste une chose, c'est que ce prêt à taux zéro, qui est donc sans intérêt, est applicable depuis le 1er janvier 2011 et on va voir jusqu'au 31 décembre 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est réservé aux personnes physiques qui sont primo-accédants pour l'acquisition de leur résidence principale. Primo-accédant, c'est entendu dans le sens où vous n'avez pas été propriétaire de votre bien dans les 2 ans qui précèdent l'offre d'achat. Donc ça, c'est l'offre de prêt, pardon. Vous avez en fait plusieurs montants. Là, si vous avez une lettre G, et parfois on a G, en fait, vous verrez dans les annonces, quand ils n'ont pas eu le temps de faire, ils mettent G, en fait, sur le diagnostic de performance énergétique. Là, c'est pas génial pour un prêt à taux zéro. Ça remplace, en fait, ce qui existait avant. Il y avait un autre prêt à taux zéro et vous aviez, ce qui était très intéressant, le crédit d'impôt lié aux intérêts. Donc ça n'existe plus. Donc c'est la mesure qui a été prise pour remplacer. Donc c'est le prêt à taux zéro plus. Sachez qu'en début de l'année, il y avait un peu de cafouillage dans les banques puisqu'elles n'avaient pas mis en place leur logiciel pour calculer ce prêt, comment il s'intégrait dans le prêt plus général. Mais maintenant, tout est réglé, donc c'est une affaire qui roule. Et on rappelle qu'un prêt sans intérêt n'est pas obligatoirement un prêt dénué d'intérêt. Oui, alors ce que je n'ai pas dit non plus, c'est qu'il est sans condition de ressources. Voilà. Un dernier mot de conclusion avec Alain Papadopoulos sur les financements, justement. Oui, juste d'abord un tout petit complément par rapport au crédit d'impôt, c'est que le crédit d'impôt est également accessible lorsqu'il y a des travaux dans les parties communes des immeubles en copropriété. Et là, c'est le syndic qui doit fournir le justificatif qui permet de faire le crédit d'impôt. Il faut que les travaux aient été payés dans l'année par le syndic. Et donc, on a évidemment un crédit d'impôt qui est calculé sur la quote-part. Donc effectivement, le crédit d'impôt pour développement durable, attention tout de même parce qu'il va être encore un coup raboté et on ne sait pas très bien comment il va sortir dans la loi de finances pour 2012. Mais par contre, il est actuellement de question qu'on rétablisse le cumul possible entre le crédit d'impôt développement durable et l'éco-prêt à taux zéro, qui était au départ interdit, qu'on a permis au moment du plan de relance, qui s'est terminé, qui n'était possible que jusqu'au 31 décembre 2010 et qui redeviendrait donc possible à partir de 2012. Bon, à voir, parce que là, on parle de la loi. Très très rapidement. Il y a un foisonnement, en fin de compte, un empilement de possibilités de financement pour les travaux d'économie d'énergie, mais la seule chose, c'est que c'est pas toujours facile à mobiliser. En ce qui concerne les financements directs à la copropriété, les copropriétés peuvent avoir des subventions à l'ingénierie, soit de l'ANA, soit de l'ADEME.
Il peut y avoir des subventions dans le cadre des opérations d'amélioration de l'habitat ou des opérations spéciales. La copropriété peut également bénéficier, quand elle fait des travaux d'économie d'énergie, de certificats d'économie d'énergie. Alors ça, c'est un truc... Certificat d'économie d'énergie, c'est un circuit assez complexe qui est au départ accordé. Enfin, ce sont des fonds qui sont accordés aux fournisseurs d'énergie qui arrivent à faire des économies à leurs clients. Mais les clients finaux peuvent arriver à en bénéficier pour réduire leur facture énergétique si ils s'adressent, je dirais, s'ils passent par la bonne filière. Donc, en général, les fournisseurs d'énergie vont essayer de garder les certificats d'économie d'énergie pour eux, mais il y a des moyens de... Donc, il est bon de se faire conseiller en fait par un spécialiste quand on envisage des travaux de rénovation énergétique pour savoir comment est-ce qu'on peut bénéficier de ces certificats d'économie d'énergie qui peuvent apporter qui peuvent représenter des sommes relativement importantes, qui peuvent représenter 1, 2 ou 3% ou 4% du montant des travaux. Alors, il y a aussi tous les financements individuels. Donc, on a parlé du crédit d'impôt développement durable. Il y a donc l'éco-prêt à taux zéro. Il y a aussi, pour les personnes qui ont en dessous d'un certain niveau de ressources, l'éco-subvention de l'ANA pour la précarité énergétique. Bon, c'est quelque chose qui peut être, dans certaines conditions, éligible. Et les bailleurs ont également la possibilité de faire en sorte que, avec leurs locataires, ils puissent facturer un surloyer pendant une quinzaine d'années, je crois, pendant 15 ans, lorsqu'ils ont financé des travaux d'économie d'énergie. C'est une façon de partager les économies. Alors c'est très codifié, c'est un peu usine à gaz, mais la possibilité existe. Et donc, bon, au moins pour les locataires en place qui restent pendant un certain temps. Par contre, quand on change de locataire, un bailleur peut toujours évidemment augmenter le loyer quand il a fait des travaux d'économie d'énergie parce que l'appartement devient un petit peu plus attractif. Bon, j'ai parlé de l'éco-prêt à taux zéro collectif qui est en cours d'étude, donc qui pourrait peut-être apparaître dans le courant de l'année 2012. Mais ne pas oublier également une chose, j'ai parlé des contrats de performance énergétique tout à l'heure, en disant que c'était finalement quelque chose d'assez compliqué, mais si jamais ça voit le jour, on peut imaginer des contrats de performance énergétique avec tiers financeurs, c'est-à-dire qu'on a un tiers, et ça se pratique dans le tertiaire déjà, ça se pratique dans le logement social, c'est-à-dire qu'on a un tiers qui va, ça se pratique aussi pour les rénovations de chaufferie des fois, on a un tiers qui va investir, qui va payer les travaux et qui va se récupérer après sur les économies d'énergie. Donc, bon, sous réserve évidemment que ce soit bien bordé, ça sera probablement dans l'avenir, une fois que ces contrats de performance énergétique auront été bien bordés, ça sera probablement un moyen de financer des travaux d'économie d'énergie. Et il reste, je dirais, last but not least, l'autofinancement. Et l'autofinancement, c'est pas forcément de payer les appels de fonds quand les travaux sont décidés et qu'il faut les payer en 1 ou 2 trimestres. C'est aussi peut-être faire des plans pluriannuels de travaux et constituer des fonds de travaux en vue de les financer au moins partiellement. Et donc aujourd'hui, il y a tout un ensemble il y a plusieurs milieux qui poussent de manière convergente, à la fois le milieu des associations de consommateurs au sens large, il n'y a pas que l'ARC, mais il y a aussi la CLCV, il y a aussi l'UNAF, il y a aussi pas mal d'associations de consommateurs qui poussent dans ce domaine-là, et puis les professionnels également sont pour. Et l'idée, c'est de rendre les plans pluriannuels et l'abondement d'un fonds de travaux obligatoires pour permettre... Alors, ça aurait 2 avantages. Ça aurait l'avantage de constituer des ressources internes à l'immeuble de nature à aider, je dirais, les copropriétaires à financer le moment venu les travaux importants, pas seulement les travaux énergétiques
énergétiques, mais aussi les travaux d'entretien lourd de l'immeuble. Et ça permettrait également de pouvoir afficher un coût réel d'entretien et d'adaptation de l'immeuble aux acquéreurs, parce qu'on parlait des diagnostics, toute la liste des diagnostics qui existent aujourd'hui, mais il en manque un essentiel quand on achète un bien en copropriété, c'est de savoir combien ça va nous coûter sur le long terme au niveau de l'entretien lourd de l'immeuble et au niveau de toutes les mises aux normes et tous les travaux d'économie d'énergie qu'il va falloir faire, qu'on va être obligé de faire parce que simplement le coût de l'énergie aura décuplé. Ça serait intéressant d'avoir cette information. Alors, ça existe au Québec, c'est obligatoire au Québec. Déjà, on est obligé de faire des plans. Traverser l'Atlantique. Voilà. Juste une dernière petite question à Jean-Louis Sadone. Si je pousse la porte de votre agence, que je vois un appartement qui me plaît, que j'adore, je trouve magnifique, qui porte la lettre G, vous me faites un petit prix ou pas du tout? Oui, alors effectivement, quand vous voyez dans les annonces qui sont proposées, vous êtes... L'agent immobilier est tenu donc de présenter ce diagnostic des performances énergétiques et bien souvent, les propriétaires ne le présentent pas tout de suite. Alors, vous connaissez un petit peu le problème qu'on a dans notre ville. Il y a une espèce de réactivité dans le marché. C'est qu'un bien qui est mis en vente, il n'est pas longtemps mis à la vente. En fait, ça va assez vite. Malgré tous les problèmes de plus-value qu'on a pu rencontrer, etc., on n'a pas eu l'afflux qu'on aurait pu penser dans notre ville où les gens ne se précipitent pas pour vendre parce que, justement, il y a une fiscalité qui les pousse. Donc le DPE n'est pas toujours présenté. Et souvent, on n'a pas le temps de le faire. Et comme disait Aline, pour être couvert juridiquement, on met G. Parce qu'on n'a pas le temps de le faire tout de suite. Mais évidemment, c'est rectifié dès lors que le document est fait. Ça prend peut-être une semaine, 10 jours. Et ça ne freine pas les ventes. Mais ça ne freine pas du tout les ventes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le DPE, pour l'instant, ne ralentit que les locations. Voilà. Mais pour l'instant, les clients savent qu'ils sont tenus par la copro, que la copro doit faire des travaux, que c'est évidemment un ensemble d'une collectivité qui doit prendre cette décision. Et les mentalités sont en train de changer. J'espère qu'elles le seront le plus vite possible, parce que l'économie d'énergie, c'est vraiment ce qu'il faut faire, puisqu'évidemment, ça me paraît logique. Voilà.